Bonjour, je m'appelle Capucine Boisdin, je suis professeure d'anthropologie de l'Amérique latine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, communément appelé IHEL. Donc j'ai coordonné avec Emmanuel Devaux une table ronde sur où va finalement l'anthropologie américaniste. Et j'avais envie d'apporter ici, maintenant, dans ce temps de résumé de table ronde, un point essentiel qui a fait l'objet de pas mal de discussions. Essayer de comprendre la raison pour laquelle l'anthropologie telle qu'elle s'est constituée comme discipline au XIXe siècle a évacué de ses fondateurs, de ses canons, de ses textes classiques, des auteurs amérindiens qui pourtant étaient là. Alors une des pistes qui a été évoquée est qu'en fait l'anthropologie s'est d'abord constituée dans un contexte impérial, c'est une anthropologie liée à la construction d'empires, et donc on a des anthropologues qui sont quand même dans des situations coloniales, qui réalisent leurs enquêtes dans des situations coloniales, et de l'autre côté on a des anthropologies qui se constituent plutôt sur une base nationale, comme l'anthropologie par exemple nord-américaine. Dans l'anthropologie construite sur une base impériale, évidemment, on va mettre l'accent, l'auteur des grands textes anthropologiques va être l'anthropologue occidental. L'informateur privilégié, lui, est complètement passé sous silence. De même que sont souvent passées sous silence les collaboratrices, notamment quand elles sont femmes, de ces anthropologues français. Français, par exemple, on peut parler aussi de l'anthropologie anglaise ou autre. Par ailleurs, dans les anthropologies nationales, et on va commencer par celle des États-Unis, là encore, c'est l'anthropologue de cabinet, mais aussi l'anthropologue qui va sur le terrain. Je pense à Franz Boas, le grand fondateur de l'anthropologie nord-américaine, comme nous l'a rappelé Emmanuel Devaux. Quand il va sur le terrain, même si ces informateurs amérindiens sont bien à la source des connaissances qu'il va rapporter dans ces textes, ils n'apparaissent jamais comme auteurs. Donc dans les deux cas, que l'on construise un autre extérieur à soi, qui est celui de la construction des anthropologies sur une base impériale, ou dans la construction d'un autre intérieur sur une base nationale, on est toujours dans un rapport qui va invisibiliser l'apport intellectuel des Amérindiens eux-mêmes. Sachant que malgré tout, et ça c'est très important de le rappeler pour les jeunes générations qui commencent à faire de l'anthropologie, les textes des Amérindiens du XIXe siècle sont disponibles. Alors parfois, comme nous l'a rappelé Pierre Deléage, ces textes sont disponibles en anglais et pas forcément en langue originale, puisqu'ils ont plutôt essayé de rédiger leur mémoire, raconter leur histoire, qui prennent souvent la forme d'ailleurs de mythologie. Et donc il y a, je pense, tout un travail à faire, et qui est commencé par nos collègues nord-américains, pour récupérer l'importance des intellectuels amérindiens dans la constitution de l'anthropologie en tant que discipline. Sans oublier qu'on peut avoir l'impression, en fait, que comme l'anthropologie s'est constituée au XIXe siècle, essentiellement comme discipline universitaire, on peut avoir tendance à penser qu'elle est partie des États-Unis, puis petit à petit s'est développée vers le sud. On a d'abord eu Franz Boas pour l'Amérique du Nord, puis Stewart pour l'Amérique du Sud. Mais c'est oublier combien les chroniques et les textes même des Métis et des Indiens du XVIe siècle ont été importants aussi dans la constitution d'une ethnographie historique des peuples américains. Donc je crois qu'il y a tout un... C'est très intéressant en tout cas de conjuguer différentes manières de raconter l'anthropologie latino-américaine sur une base nationale, sur une base impériale, et en essayant de décoloniser finalement la façon de raconter cette histoire disciplinaire de deux manières différentes, suivant qu'elle a été d'abord impériale ou nationale. Je terminerai juste sur l'exemple qu'avait donné Kali Argyriadis pour la Caraïbe. C'était très intéressant parce qu'elle a finalement développé l'idée que les intellectuels comme Anténon Firmin, Marty, Price-Mark, enfin Price-Mark c'est encore autre chose, finalement ont fait de l'anthropologie d'eux-mêmes, de leur société, mais ont échoué à créer les institutions qui ont été capables finalement de pérenniser leurs travaux et de les transmettre dans l'université. En tous les cas, ce qui est un des points communs de tous les intervenants, c'était de porter vraiment une extrême attention
aux énoncés des personnes avec lesquelles nous sommes en contact sur le terrain, donc dans des relations très dialogiques, et où de plus en plus on ne prend plus la parole de l'autre comme un objet d'étude, mais véritablement comme prendre vraiment les autres comme des interlocuteurs qui ont des choses à nous dire et pour aussi nous transformer. Juste un point peut-être que j'ai oublié, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à penser que la prise de parole des Amérindiens sur leur propre peuple, leur façon d'être ethnolinguistes eux-mêmes et anthropologues est un phénomène récent. Alors effectivement, c'est récent d'un point de vue institutionnel, mais ça l'est beaucoup moins si on regarde l'histoire intellectuelle de l'anthropologie sur le long terme, parce que là, à ce moment-là, on s'aperçoit que les Amérindiens ont produit de nombreux textes, que ce soit dans leur langue ou dans la langue coloniale, que ce soit en anglais ou en espagnol ou en portugais. Et c'est tout un travail finalement de relecture de ces sources écrites, produites par des intellectuels amérindiens du 19e et autrefois même plus en amont pour l'Amérique du Sud vers le 16e qui vaut la peine d'être menée. Quand on met en place des projets de recherche, de toute façon, on le prend toujours en compte. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les agences de financement ne te financeront pas un projet où tu as que des hommes français pour produire un savoir sur l'Amérique latine. En tout cas, moi, si j'ai à évaluer un projet comme ça, je dirais qu'il y a un problème, probablement, dans la conception même du projet. Donc les agences de financement, en particulier au niveau européen, mais maintenant aussi au niveau national, ne laisseront plus passer des projets comme ça. Maintenant, ce qui est beaucoup plus délicat, c'est quand on enseigne la discipline, de vraiment donner à lire et de rechercher ces textes-là, ça demande un travail particulier en tant qu'enseignant. Puisque moi-même, dans mes cours d'anthropologie, je n'ai pas reçu de textes écrits par ces intellectuels amérindiens. Donc il faut que moi-même j'aille exhumer les archives, les sources, les livres, et qu'entre collègues, on se dise quels sont ces intellectuels amérindiens qui nous ont marqués et que nous avons envie de partager avec les étudiants. Parfois, ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont, en tout cas dans mon cas, dans le cas de mes cours, me proposer aussi des textes qu'ils ont reçus parfois dans leur formation antérieure, dans d'autres pays d'Amérique latine, par exemple. Donc il y a un travail collectif à faire, enseignants, étudiants, pour construire d'autres généalogies de pensée. Et c'est un travail en cours. En tout cas, du côté français, je peux le dire à mon humble échelle pour les cours que je donne à l'IHEL, c'est vraiment encore dans les limbes. Et d'ailleurs, de fait, moi-même, dans ma tête, là, de façon spontanée, je ne peux pas te donner les noms d'intellectuels amérindiens d'Amérique du Nord pour le 19e siècle. Pour l'Amérique du Sud, oui, c'est beaucoup plus facile. On a des noms qui nous viennent directement en tête. Voilà, mais il y a tout un petit travail, enfin un gros travail même, et qui doit être collectif pour faire ce travail d'archive.